Alors, bonjour, nous allons nous intéresser donc aujourd'hui au chapitre modélisation macroscopique de l'évolution d'un système. Alors l'objectif est d'étudier au cours du temps d'une réaction chimique thermodynamiquement possible. D'accord? Donc la réaction étant possible, on va s'intéresser à l'évolution de la vitesse au cours du temps de ces réactions chimiques. On peut considérer qu'il existe deux catégories de réactions. D'abord les réactions clément rapides, comme les réactions acido-basiques. Je vous rappelle que les réactions acido-basiques sont des réactions au cours de laquelle il y a un échange d'ions hydrogène de protons entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple, et les réactions de précipitation au cours de laquelle des ions négatifs, des anions, et des ions positifs, des cations incompatibles, vont réagir ensemble pour former un composé solide, ionique, insoluble dans le milieu. Et puis, les réactions lentes qui mettent quelques secondes, quelques minutes, quelques heures au plus, contrairement aux réactions rapides où la réaction se fait immédiatement dès l'instant où les entités rentrent en contact. Alors là, on peut considérer certaines réactions d'oxydoréduction, comme la corrosion du fer. On sait que le fer va pouvoir subir une corrosion, la rouille va pouvoir se former au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, et ainsi de suite. Et puis, dans la catégorie des réactions de chimie organique, on retrouve les réactions d'estérification, qui sont donc les réactions qui mettent en jeu un alcool et un acide carboxylique avec la fabrication d'un ester. Alors, l'objectif donc de ce chapitre, c'est d'étudier ces réactions lentes. Pour cela, on va parler de facteurs cinétiques, c'est-à-dire des paramètres sur lesquels on va pouvoir jouer pour influer la vitesse d'une réaction chimique. Comment faire pour diminuer, par exemple, la durée d'une transformation chimique? On va voir qu'ils sont au nombre de 3. On va déterminer la vitesse volumique de disparition d'un réactif et la vitesse volumique de formation d'un produit. Et après, on s'intéressera à la loi de vitesse d'ordre 1, donc qui est un cas extrêmement particulier que l'on envisagera. Alors, il faut savoir que ce chapitre va mettre en œuvre, bien sûr, des outils mathématiques assez importants, comme la détermination de la dérivée, donc graphiquement, et l'utilisation des équations différentielles du premier ordre. Alors, nous allons parler dans un premier temps des facteurs cinétiques. Alors, c'est une question qui est souvent posée, qui est dans les sujets de bac. Quels sont les facteurs cinétiques? Alors, ils sont au nombre de 3 principalement. On a la concentration initiale des réactifs. Donc, il faut savoir que plus la concentration initiale des réactifs est importante, plus la vitesse de la réaction sera importante, donc la durée de la transformation courte. Ça, c'est évident, parce que dans un espace donné, s'il y a plus d'entités chimiques, forcément, rassemblées, donc on aura davantage de chocs efficaces entre les entités, et bien sûr, la vitesse de réaction sera plus importante. La température, qui est un facteur cinétique bien sûr très important, on sait qu'en augmentant la température, on va augmenter l'agitation thermique, donc les entités vont se déplacer beaucoup plus rapidement, donc il y aura encore davantage de chocs efficaces entre les entités, ce qui va augmenter la vitesse d'une réaction. Donc ainsi, on va pouvoir travailler avec des températures élevées pour augmenter la vitesse d'une réaction. Par contre, si on souhaite ralentir la vitesse d'une réaction, on va baisser la température. C'est ce qu'on fait tout simplement en plaçant donc les aliments, lorsqu'on revient des courses, on va placer nos aliments dans un réfrigérateur ou un congélateur pour réduire, diminuer la vitesse de décomposition des aliments. Et si on se place par exemple dans l'eau et la glace, c'est ce qui est fait dans certaines réactions chimiques, on va pouvoir réaliser ce qu'on appelle une trempe et bloquer la réaction, le temps par exemple de réaliser un dosage ou quoi que ce soit. Et le catalyseur, donc c'est une espèce chimique qui a la capacité d'augmenter la vitesse d'une réaction sans intervenir dans l'équation bilan d'une réaction. Alors on parle par exemple de catalyseurs biologiques, qui sont les enzymes que vous connaissez. Donc on parlera donc de cette possibilité d'augmenter la vitesse d'une réaction en introduisant un catalyseur. Nous allons maintenant donc aborder la notion de vitesse volumique de disparition d'un réactif et la vitesse volumique de formation d'un produit. Alors pour cela, on considère de manière tout à fait générale une réaction chimique qui s'effectue entre le réactif A et le réactif B, et il se forment les produits C et D. Quant au nombre, donc les entités, donc petit a, petit b, petit c, petit d, ce sont ce qu'on appelle les nombres stoichiométriques de l'équation. Alors là, j'ai supposé la réaction totale, vous voyez, entre les réactifs A et B. Alors la vitesse volumique de disparition du réactif A est définie comme étant l'opposé de la dérivée par rapport au temps de la concentration du réactif A. Elle s'exprime donc en mol par litre et par seconde, si j'exprime la concentration en mol par litre et la durée en secondes. Concernant la vitesse volumique de formation du produit D, donc D étant un produit, donc la vitesse volumique de formation sera la dérivée par rapport au temps
de la concentration du réactif D. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les vitesses, qu'elles soient de disparition ou de formation, elles doivent être positives. Donc voilà pourquoi on introduit un signe moins ici, je l'expliquerai Clément tout à l'heure. Je vais revenir maintenant sur la notation différentielle, donc c'est une notation qu'on a retrouvée en mécanique, donc on va reprendre à ce stade-là. Alors, revenons donc sur les relations de définition. Alors souvent, ces questions qui me sont demandées dans un sujet de bac, donc il faut savoir donc, exprimer les vitesses de disparition et de formation qu'on fait du réactif donc, et du produit. Alors on a une notation tout à fait particulière ici, D sous dt. Vous voyez ici, c'est la notation différentielle de la dérivée. Donc je fais juste un point mathématique ici. Si j'appelle y la fonction et x la variable, j'étudie la fonction y qui est une fonction de x. Nous avons vu en mathématiques que la dérivée est notée y' de x ou f' qui est mode de x. Eh bien une autre manière de présenter cette dérivée, c'est de dire que c'est dy sur dx. Alors, la définition même de la différentielle, vous verrez ça donc, dans une vidéo qui est réservée donc, à l'outil mathématique. Mais là, donc, ce qu'il faut savoir pour vous donc, à ce niveau-là, c'est que y' de x peut être noté comme étant la différentielle de x par rapport à la variable x. Alors, ceci a été déjà vu en mécanique, je vous rappelle par exemple, quand on cherchait à déterminer Vx, donc la vitesse, par exemple, d'un point matériel, suivant l'axe OX, eh bien on sait que c'est la dérivée de x par rapport au temps. X ici, jouant le rôle de la fonction, était donc la variable. Donc c'est une notation qui est très importante, qu'on retrouvera notamment donc, en électricité aussi, et en thermique. Donc il faut bien la maîtriser à ce niveau-là. C'est juste une manière d'écrire la dérivée. Alors, il faut bien sûr connaître les relations de définition des vitesses volumiques de disparition du réactif A et de vitesse de formation du produit D. Donc on va vous la demander, qu'elle me donne un sujet, mais on va également vous demander de la déterminer graphiquement. Alors comment la déterminer graphiquement? Je fais encore un petit point mathématique à ce niveau-là. On considère par exemple donc, une fonction y en fonction de x, donc la courbe représentative est ici en noir. Okay, donc si on vous demande donc, la valeur de la dérivée au point d'abscisse x1, il suffira simplement de tracer la tangente, donc la courbe, au point d'abscisse x1, et le coefficient directeur de la tangente, qui est une droite, va représenter tout simplement la dérivée, la valeur de la dérivée de la fonction x1. Et on le notera comme ça, par exemple, la valeur de la dérivée de y au point d'abscisse x1, c'est la notation différentielle que nous avons vue tout à l'heure, au point d'abscisse x1. Voilà. Donc il faudra être capable de déterminer le coefficient directeur de la tangente à la courbe x1 pour atteindre la valeur de la dérivée au point d'abscisse x1. Voilà. Voyons maintenant comment donc, on va pouvoir appliquer ça à la chimie. Si on souhaite déterminer la vitesse de disparition d'un réactif A à un instant T, donc on vous donnera dans le sujet de bac toujours la courbe représentative de l'évolution de la concentration du réactif A en fonction des modes du temps. Là, on voit bien que bon, c'est un réactif qui est donc limitant, donc il va disparaître donc, au bout d'un certain temps. Eh bien, nous avons vu tout à l'heure que si je trace la tangente au point d'abscisse T1 et que je détermine le coefficient directeur, ce coefficient directeur de la droite, de la tangente, va représenter la dérivée par rapport au temps de la concentration du réactif à l'instant T1. Ok. Donc maintenant, si je reviens sur la définition de la vitesse de disparition du réactif A, nous avons vu que la vitesse de disparition, c'est l'opposé de la dérivée par rapport au temps. Alors, pourquoi donc opposé? Parce que si je détermine le coefficient directeur de cette droite, le coefficient directeur sera négatif. On a donc affaire à une droite avec une fonction qui est décroissante. Donc on aura un coefficient directeur donc négatif. Il va falloir mettre un signe moins qui est devant pour obtenir une vitesse positive, parce que la vitesse, elle est toujours positive. Donc, ça concerne un réactif. Si maintenant, dans l'exercice, vous avez l'évolution de la concentration d'un produit D en fonction du temps, donc nous avons une fonction croissante, ici, et qu'on vous demande de déterminer la vitesse de formation du produit D à l'instant T1, vous allez, à l'instant T1, retrouver donc le point ici de la courbe, vous allez tracer la tangente donc en ce point, et à partir de deux points, A et B, vous allez déterminer le coefficient directeur de cette tangente. Le coefficient directeur de la tangente, par définition, représente la valeur de la dérivée de la concentration D par rapport au temps au point d'abscisse T1. Eh bien, ça correspond exactement à l'expression de la définition de
de la vitesse de formation. Donc là, il n'y a pas de signe moins à introduire parce qu'on a une droite donc ici dont la pente est positive. Elle correspond directement à la vitesse de formation. Donc ça, ce sont des questions qui sont très souvent demandées dans des sujets Gémeaux de bac. Donc il faudra être capable de connaître cette méthode. Une question qui est souvent posée dans les sujets de bac, c'est la détermination du temps de demi-réaction. Alors il faut savoir la définition, donc elle est très souvent demandée, donc c'est la durée nécessaire pour atteindre la moitié de l'avancement final. Là donc je vous renvoie donc à la vidéo sur l'avancement, les tableaux d'avancement, donc c'est une notion qui doit être parfaitement connue. Je vous rappelle que l'avancement le note X et qui représente une quantité de matière, s'exprime en mol. Alors vous pouvez avoir dans un sujet de bac directement l'évolution de l'avancement X de la transformation chimique en fonction du temps. Vous voyez qu'elle part de 0, la réaction n'a pas démarré. Donc la réaction donc évolue et puis atteint une valeur finale qui s'appelle XF. Et bien si j'applique donc la relation de définition ici, pour déterminer le temps de demi-réaction, je prends la moitié de l'avancement final que j'aurais déterminé graphiquement, traçant l'asymptote donc ici. Si par exemple j'ai 10 pour XF, donc je divise par 2, ça fait 5, donc je me place à l'ordonnée 5 et je projette donc ici, sur l'axe des abscisses, j'obtiens graphiquement le temps de demi-réaction. Ça c'est dans le cas où j'ai la courbe représentative de l'avancement en fonction du temps. Mais vous pouvez avoir donc également l'évolution des quantités de matière, de réactifs ou de produits qui vous seront donnés. Alors si on a l'évolution de la quantité de matière d'un réactif A en fonction du temps, en supposant la réaction totale, donc le réactif A étant le réactif donc limitant, donc sa quantité de matière finale devient égale à 0. Donc on se place donc à la moitié de la quantité donc initiale et on détermine le temps de réaction. Donc le temps de réaction, c'est le temps nécessaire pour consommer la moitié de la quantité initiale. Concernant donc un produit, donc on a une évolution qui est croissante, on détermine l'asymptote, donc ici la quantité finale, on détermine la moitié de la quantité finale, et le temps de demi-réaction représente le temps nécessaire pour atteindre la moitié de la quantité finale du produit D. Alors, nous avons vu dans ce chapitre la vitesse de disparition d'un réactif A, la vitesse de formation d'un produit D. Nous avons vu la détermination d'un temps de demi-réaction. Une question qui est quelquefois qu'elle me demandait, c'est de vérifier la cinétique d'ordre 1 d'une réaction. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que si on envisage donc une réaction de manière générale où les réactifs A et B qui réagissent ensemble pour former les produits C et D, avec les nombres stoichiométriques petit a, petit b, petit c, petit d, il faut savoir que la réaction suit donc une loi de vitesse d'ordre 1, que si la vitesse de disparition du réactif A est proportionnelle à la concentration du réactif A. Et ce facteur de proportionnalité est appelé constante de vitesse. Il a les dimensions d'un temps moins 1, c'est-à-dire que dans le système international, il s'exprime en seconde moins 1. Et il ne dépend que de la température. Alors comment peut être posée la question sur un sujet de bac? On peut vous donner le graphique vitesse de disparition du réactif A en fonction de sa concentration, avec donc un nuage de points où la courbe représentative peut être donc une droite qui passe par l'origine. Vous voyez bien qu'il existe une relation de proportionnalité entre ces deux grandeurs. Vous vérifiez ainsi la cinétique d'ordre 1. Donc, loi d'ordre 1 par rapport au réactif A. Il faut également être capable de donner la loi d'évolution pour une réaction d'ordre 1. Alors, comment va-t-on faire? On part de la relation de définition générale de la vitesse de disparition du réactif A. Nous avons vu dans la première partie que c'est égal à l'opposé de la dérivée de la concentration du réactif A par rapport au temps. Nous venons de voir que si la loi de vitesse est d'ordre 1, on peut écrire que la vitesse de disparition du réactif A est proportionnelle à la concentration du réactif A. En écrivant l'égalité entre ces deux expressions, nous obtenons que moins dA sous dt est égal à k fois A. Ce terme-là, donc on le fait passer de l'autre côté, et nous obtenons donc une équation ici, qu'on appelle une équation différentielle homogène du premier ordre sans second membre. Alors, donc ça c'est une équation différentielle que vous serez amené à retrouver donc, notamment donc, en électricité pour les dipôles RC. Donc nous allons voir maintenant comment on peut résoudre une telle équation différentielle. Voilà la loi d'évolution que nous avons à l'équation différentielle. Alors, on va faire un petit point mathématique. Donc, imaginons donc une fonction y, fonction de x où x est la variable. Donc, l'équation différentielle est dite du premier ordre et sans second membre est homogène si elle vérifie cette forme-là. C'est-à-dire qu'on a y' de x plus a fois y de x est égal à 0.
Y', c'est la dérivée première, voilà pourquoi on l'appelle premier ordre. Si elle fait intervenir une dérivée seconde, on appellerait ça une équation différentielle du second ordre. Homogène, pourquoi? Parce que le terme A qui multiplie la fonction est constant. Et de l'autre côté, le second membre vaut 0. Donc sans second membre, il existe aussi, on verra dans les dipolaires C, des équations différentielles avec second membre. Alors, si maintenant on écrit cette équation en faisant apparaître la notation différentielle de la dérivée, nous obtenons donc une équation qui a cette forme-là. On montre en mathématiques que pour une équation différentielle homogène du premier ordre sans second membre, la solution générale de l'équation de la forme y de x est 0, c'est-à-dire c'est la valeur de la fonction pour x qui est égale à 0, fois l'exponentielle de moins a fois x. Alors si on est amené à tracer l'évolution de y en fonction de x, on a une courbe donc ici décroissante, donc elle décroît de manière exponentielle, et ici nous avons la valeur de y pour x est égal à 0. Alors, cette solution, alors je le redis bien sûr que résoudre une équation différentielle, c'est déterminer la fonction. Donc voilà, donc y de x, c'est la solution générale. Nous allons appliquer ce point mathématique à notre problème de chimie. Alors, nous avons vu donc ce point mathématique, donc l'équation Clément différentielle, Clément du premier ordre sans second membre et homogène. Nous allons donc l'appliquer à notre problème de chimie. Donc nous avons donc une équation différentielle qui a été donc obtenue donc, tout à l'heure, qui est de la forme dA sur dt plus k de a est égal à 0. Et les mathématiques nous disent que dans le cas d'une fonction y en fonction de x, l'équation différentielle obéit à la forme générale dy dx plus a y de x est égal à 0. Donc nous allons faire donc une correspondance. Nous voyons bien que la fonction y va correspondre à la concentration de A, donc la concentration de A en chimie joue le rôle de la fonction, et la variable x ici est pour la chimie la variable t. Donc le temps joue le rôle de variable, et la concentration de A joue le rôle de fonction, et on peut donc ainsi, par analogie, dire que la solution générale de cette équation différentielle est égale à la concentration de A0 fois l'exponentielle de moins kt. Donc le k, donc ici, jouant le rôle de petit a. Donc ça, c'est la solution générale de l'équation Clément différentielle homogène sans second membre, donc qui est à connaître. Donc il faut savoir que la concentration de A évolue de manière exponentielle en fonction du temps. Ceci est une caractéristique d'une cinétique d'ordre 1. Donc, vous pouvez avoir un sujet de bac à vérifier, à identifier l'ordre 1 d'une réaction. Pour cela, donc, on a principalement trois méthodes. Donc, tout va dépendre en fait de l'énoncé, de ce qu'on vous donnera, pour résoudre donc, cette question-là. Si dans l'énoncé, ce qui arrive parfois, vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le graphique qui est la vitesse de disparition de A en fonction de la concentration de A et que vous avez une droite qui passe par l'origine, vous voyez de suite qu'il existe une relation de proportionnalité entre les deux grandeurs, vitesse de disparition de A et la concentration de A. Vous pouvez écrire que VDA est égal à K fois concentration de A, où K est appelé constante de vitesse, donc vous êtes donc ici dans une cinétique d'ordre 1. Donc graphiquement, grâce à cette relation de proportionnalité, je peux répondre de suite que j'ai affaire à une cinétique d'ordre 1. Autre caractéristique d'une cinétique d'ordre 1, c'est que le temps de demi-réaction reste identique, quelle que soit la concentration donc initiale. Pourquoi? Parce que le temps de demi-réaction, il ne dépend que de la constante de vitesse, qui elle ne dépend que de la température. Alors cette relation-là n'est pas à connaître, souvent donc on demande de la redémontrer, donc grâce à des outils mathématiques sur les logarithmes népériens. Donc c'est possible, on va le voir. Donc ça c'est le logarithme népérien de 2, ne pas confondre avec le logarithme décimal, que le logarithme à base de 10. Donc vous le retrouvez donc sur votre machine, divisé par la constante de vitesse. Vous voyez que si k est exprimé en seconde moins 1, j'obtiens s en seconde. Donc cette égalité montre que tout simplement le temps de réaction, le temps de demi-réaction ne fait pas intervenir la concentration initiale du réactif A. Donc on a bien affaire à une cinétique d'ordre 1. Troisième méthode pour vérifier la cinétique d'ordre 1, plus complexe, plus mathématique, qui consiste à vérifier que le logarithme népérien de la concentration de A est une fonction linéaire du temps. Alors, comment va-t-on faire pour parvenir à ce résultat? Donc, on part de la solution générale de l'équation Clément différentielle. Nous avons vu que la concentration de A est égale à la concentration initiale fois l'exponentielle de moins kt. Je vais prendre le logarithme népérien du membre de gauche et dire que c'est égal au logarithme népérien du membre de droite. Donc je ne change rien si je prends le logarithme népérien à gauche et à droite. Et donc ainsi le logarithme de A de t est égal au logarithme de tout ce qui est dans la parenthèse.
je vais me servir de quelques résultats mathématiques. Il faut savoir que le logarithme népérien du produit A fois B est égal à la somme logarithme de A plus logarithme de B. Donc ainsi, ici, ce signe multiplié qui apparaît donc ici, je vais pouvoir considérer que le logarithme de A, c'est le logarithme de A0 plus le logarithme de l'exponentielle de moins kt. Deuxième propriété à connaître, c'est que le logarithme népérien de l'exponentielle de x est x. En effet, le logarithme népérien et l'exponentielle sont deux fonctions réciproques. C'est comme la racine carrée et le carré. Si je prends la racine carrée d'un terme au carré, donc j'obtiens directement x, donc il n'y a pas de souci. Donc si j'applique cette propriété ici, je vois bien que le x ici, c'est tout simplement moins kt, donc j'obtiens moins kt. Voilà le résultat donc à connaître. Donc j'ai linéarisé, si vous voulez, cette relation-là, et j'ai donc le logarithme népérien de A qui est égal au logarithme népérien de A0 moins kt. Alors là, il va falloir voir que j'ai affaire à une fonction affine. Oui, j'ai affaire à une fonction affine de la forme y est égal à b plus ax, ou ax plus b, comme vous connaissez. Je vais faire les correspondances pour qu'on voie bien qu'on a affaire à une fonction donc affine. Donc y, donc c'est logarithme de a, de t. Le temps t donc, joue le rôle qui est de x, ici, la variable. L'ordonnée à l'origine petit b, c'est logarithme de a0. Et le coefficient directeur petit a, c'est moins k. Donc si je comprends que j'ai affaire à une fonction donc affine de la forme y égale à b et plus ax, si je représente y en fonction de x, c'est-à-dire logarithme de a en fonction du temps, je vais obtenir donc une droite qui ne passe pas par l'origine, parce que l'ordonnée à l'origine ici me donne logarithme de a0, et la pente, le coefficient directeur de la droite, va représenter l'opposé, c'est-à-dire moins k, l'opposé de la constante de vitesse. Alors, il y a effectivement certains sujets de baccalauréat où cette courbe représentative est donnée, on vous donne le tracé de logarithme de a en fonction du mot du temps, et vous avez donc une droite qui est représentée de cette façon-là. On vous demande, à partir de la lecture de ce graphique, de vérifier qu'on est bien dans une cinétique d'ordre 1. Donc vous devez faire ce travail de linéarisation pour obtenir cette équation-là et de dire qu'on a bien affaire à une fonction affine. Donc la courbe représentative est bien donc une fonction affine. Et ensuite, on peut vous demander de déterminer, de retrouver éventuellement la constration initiale. Il suffira de se placer à l'ordonnée à l'origine, de déterminer graphiquement le logarithme de A0 et d'en déduire la constration A0 qui est égale à l'exponentielle de cette valeur-là. On peut également vous demander de retrouver ou de déterminer la constante de vitesse petit k. Pour cela, vous devez déterminer le coefficient directeur de cette droite. Et le coefficient directeur de la droite, qui va être bien sûr négatif ici parce qu'on a affaire à une fonction décroissante, représente l'opposé de la constante de vitesse. Donc si vous trouvez que le coefficient directeur fait moins 4 secondes moins 1, vous allez dire que la constante de vitesse vaut 4 secondes moins 1. Voilà, donc nous avons fini donc, le chapitre modélisation macroscopique de l'évolution d'un système. Donc nous avons vu qu'il existait 3 facteurs cinétiques, la température, la concentration initiale des réactifs et la présence d'un catalyseur. Nous avons vu la notion de vitesse de disparition d'un réactif et la vitesse de formation d'un produit. Nous avons vu que pour pouvoir déterminer ces vitesses, il va falloir déterminer graphiquement la valeur de la dérivée. Ça passait par le tracé de la tangente, vous vous rappelez. Nous avons vu aussi la définition du temps de demi-réaction, le temps nécessaire pour que l'avancement soit égal à la moitié de l'avancement final. Donc c'est une détermination également graphique du temps de demi-réaction. Donc il y a beaucoup bien sûr de questions sur l'exploitation graphique de courbes, comme vous voyez bien. Et puis la question la plus complexe peut-être, qui reste ici, c'est l'identification d'une cinétique d'ordre 1 par rapport au réactif A, avec 3 méthodes qui dépendent tout simplement de l'énoncé, soit une proportionnalité entre la vitesse de disparition et la concentration, soit de vérifier que le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration initiale, ou la méthode un peu plus longue, un peu plus complexe, qui est la linéarisation, donc avec ce graphique-là. Donc il faut identifier les graphiques, et en fonction des graphiques que vous aurez en annexe, il va falloir partir sur une méthode plutôt qu'une autre. Voilà. Si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez liker. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me poser des questions. À la prochaine vidéo, merci.